la culture sous l'angle géopolitique. C'est l'objet du livre que vous voyez juste devant, l'Atlas de la culture. Ça va être aussi l'objet de notre débat. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis ravi d'avoir les trois invités que je vous présente. Alexandre Kazerouni, qui est chercheur à l'École normale supérieure, politologue et professeur, et qui est l'auteur du Miroir des chairs, musée et politique dans les États du Golfe, dans les principautés du Golfe. C'est un livre paru au PUF, et quand ce livre était sorti, on s'était rencontrés déjà pour différentes émissions avec Alexandre, avec un regard évidemment critique sur l'installation, la création de ces musées. On en parlera dans quelques instants, que ce soit au Qatar, à Abu Dhabi. En tout cas, revenir sur pourquoi ces États du Golfe développent leur offre culturelle, et d'où le titre du livre, Le Miroir des chairs. À mes côtés, Sébastien Lagrave. Sébastien, qui est à l'origine agrégé de philosophie. Ça fait longtemps. Oui. Musicien aussi. Et après, directeur du festival Africolor. C'est un festival qui se déroule chaque année, qui va se dérouler alors cette année ? Oui, oui, absolument. Oui, oui. Donc, qui se déroule et qui est dédié aux musiques africaines. Pareil, Sébastien, on s'était rencontrés pour un article sur les musiques africaines et leur engagement politique. C'était pour la revue du Crieur. Et là, j'ai le grand plaisir d'avoir Ivan Karisna, je prononce bien, qui est violoncelliste et biélorusse. Et pour moi, c'était très important d'avoir un artiste de Biélorussie, parce que le week-end dernier, j'étais en Biélorussie. J'ai couvert pour RFI et Mediapart cette révolution qui est en cours en Biélorussie, et dans laquelle la culture notamment et les artistes jouent un rôle très important. Et c'est pour ça qu'il me tenait tout particulièrement à cœur d'avoir un artiste biélorusse. Merci Ivan d'être là avec votre violoncelle, et si vous êtes tous très sages, vous aurez peut-être le droit d'entendre un peu de violoncelle, mais je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, ce qu'on voit en tout cas, c'est finalement deux manières de traiter la culture à l'angle international, à l'angle géopolitique. On parlait de la Biélorussie à l'instant. Vous avez parmi les figures leaders de l'opposition une écrivaine que vous connaissez sans doute, Svetlana Alexievitch, qui est désormais recluse dans son appartement. Vous aviez une musicienne, Maria Kolesnikova, flûtiste, qui est aujourd'hui emprisonnée après avoir voulu... vous savez, on a voulu la faire partir du pays. Elle a refusé, elle a déchiré son passeport à la frontière ukrainienne. Elle est désormais emprisonnée. Et vous avez ainsi un grand nombre de leaders culturels, de musiciens aussi qui sont présents dans les manifestations, qui donnent des concerts en soutien, vraiment un éclat. Vous avez eu une situation aussi très intéressante à Hong Kong, par exemple, face à la volonté de mainmise chinoise. Et bien là aussi, les artistes se sont mobilisés. Un orchestre, un chœur a même été monté pour enregistrer un hymne hongkongais, contre évidemment l'oppression chinoise. Vous avez ainsi évidemment un certain nombre d'exemples. En Afrique, on en a beaucoup, et on pense notamment par exemple à l'Ouganda, où aujourd'hui le régime de Museveni, il y a la présidentielle, c'est l'année prochaine, 2021, et ce régime il pourrait bien trembler face à un chanteur qui s'appelle Bobby Wine. Il est rappeur et il veut faire tomber Museveni, parmi d'autres évidemment. On pense à évidemment beaucoup de chanteurs africains qui ont joué des rôles très importants, Smokey au Burkina Faso et plein, on en parlera dans quelques instants. Et puis de l'autre côté, il y a la culture qui est instrumentalisée par les États, la culture qui évidemment se voit comme un outil qui évidemment devient un outil de puissance, de domination. Il faut rappeler par exemple qu'en Chine, par exemple, c'est le même conglomérat, Poly, qui est à la fois leader en vente d'armes et en construction d'équipements culturels. Donc voilà, pour tous les artistes qui font, on en parlait, les tournées en Chine, très souvent ils ignorent qu'ils jouent dans une salle construite par un marchand d'armes. Et en fait, les deux stratégies sont à peu près les mêmes. C'est évidemment la culture est de loin plus du tout une danseuse, comme on a pu l'imaginer. Elle occupe évidemment un rôle de plus en plus considérable. Je prenais l'exemple de la Chine, mais là je vais me tourner justement vers Alexandre Kazerouni, parce que évidemment, cette culture qui est instrumentalisée par les États, on en a un exemple, et qui continue toujours, c'est évidemment dans les États du Golfe. Je crois que c'est le Qatar qui a été l'un des premiers à se dire que ça pouvait être intéressant de construire des musées, de mettre en œuvre une politique culturelle. Est-ce que, Alexandre, vous pouvez revenir justement sur le pourquoi de cet engagement, entre guillemets, culturel des États du Golfe, à partir du Qatar et jusqu'au, évidemment, le Louvre, Abu Dhabi et d'autres. C'est Alexandre Kazerouni. Oui, merci Antoine. Alors effectivement, le Qatar était pionnier, mais pas pour lancer des politiques culturelles ou créer des musées dans les pays du Golfe, les pays de la rive sud du Golfe Persique.
ils s'y sont tous lancés dès qu'ils ont eu du pétrole. Dès qu'ils ont eu du pétrole, c'est-à-dire années 60, 70, et le plus actif là-dedans, c'était le Koweït. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est le Qatar qui, le premier, dans les années 90, donc bien après la découverte du pétrole, s'est lancé dans le développement de plateformes culturelles, des musées, des lieux de création artistique vivante, qui collent à toutes les attentes de nos sociétés libérales. C'est le Qatar qui, 10 ans avant Abu Dhabi, 10 ans avant qu'Abu Dhabi ne suive le Qatar dans cette voie, et maintenant près de 20 ans avant que l'Arabie Saoudite aussi prenne ce chemin, c'est le Qatar vraiment qui, au tout début des années 90, commence à changer son rapport à la culture. Et ce changement, ça ne consistait pas à enfin créer des lieux culturels, enfin ouvrir des bibliothèques, des musées et se dire qu'il faut apporter les outils de formation intellectuelle et artistique à sa population. Non, le changement, c'était de se dire on va créer des plateformes qui vont intéresser les Occidentaux. Parce que le musée national avec de l'archéologie et de l'ethnographie, ça ne les intéresse pas. C'est de la culture pourtant, mais ça ne les intéresse pas. On va créer des plateformes culturelles qui vont correspondre à tout ce qui fait débat, tout ce qui fait sens dans les régimes démocratiques occidentaux. C'est ce que j'ai appelé des musées miroirs. Alors le plus ancien de tous ces projets, c'est le musée d'art islamique de Doha, dont probablement peu d'entre vous ont entendu parler, mais le plus connu, qui a ouvert ses portes 10 ans après, c'est le Louvre Abu Dhabi, 2017, qui fait partie de ces dispositifs mis en place par des régimes autoritaires qui sont classés comme tels, hein, personne ne le conteste, même sur place. Ce ne sont ni des régimes totalitaires, ni des régimes libéraux ou démocratiques. C'est l'entre-deux, ce qu'on appelle des régimes autoritaires, hein, des 3 types de régimes qu'on distingue en sciences politiques. Et voilà des régimes autoritaires qui développent une appétence folle pour tout ce qui peut correspondre au libéralisme culturel, à ce qui fait le plus débat chez nous. Et alors les musées en font partie, mais ça concerne aussi les concerts et le positionnement sur les questions de genre. Et donc le but, c'est de séduire les Occidentaux, c'est pas de séduire leur propre population non, locale. Non, c'est de séduire les Occidentaux. Et on se retrouve dans cette situation étrange où un régime autoritaire développe une appétence folle pour toutes les facettes culturelles du libéralisme, mais pas sa dimension politique. Et même ça va plus loin, parce que moi, toute mon enquête, elle aboutissait à dire que c'est même l'inverse. Plus il développe les plateformes qui réfléchissent le libéralisme culturel, plus il se lance dans la facette culturelle du libéralisme, plus il s'éloigne de sa dimension politique, c'est-à-dire la participation politique, le droit de vote, le régime parlementaire. Ils deviennent de plus en plus autoritaires en investissant dans la culture. C'était ça le mécanisme étrange. Donc, j'ai fait ça quand même pendant 6 ans. Hein, c'était ma thèse de doctorat. Donc, et je m'y attendais pas. Hein. Moi, j'étais parti là-bas au Qatar et à Abu Dhabi avec l'idée qui dominait la littérature sur les musées et la culture en général, à savoir la culture, ça développe une société plus ouverte. C'est un discours encore très prégnant hein, en France. La culture, ça libéralisait culturellement. C'est-à-dire, par exemple, créer une plateforme pour l'art contemporain. Vous avez des artistes femmes, homosexuels, qui veulent venir librement exposer leurs créations. Ça rapproche l'horizon du libéralisme politique. Ça rapproche une société, quel que soit son état politique, d'un état démocratique. Or, c'est exactement l'inverse que moi j'ai vu devant mes yeux. Plus ce genre de plateforme a lieu, plus d'expositions d'artistes contemporains, femmes homosexuelles qui font l'apologie de la démocratie, plus concrètement sur le terrain, la participation politique se réduit. Et je me suis demandé au sortir de cette enquête si c'était pas le même mécanisme qu'on avait en Chine, en Biélorussie, de ce que j'ai appelé à l'époque la Grande Asie, celle qui va de la Biélorussie à la Chine, en passant par la Turquie aussi, avec la Biennale d'Istanbul, l'art contemporain en Turquie. On a tous ces régimes autoritaires qui s'intéressent de plus en plus à nos universités, à nos musées, à notre art contemporain, mais pour en même temps devenir de plus en plus autoritaires. Et pas du tout pour converger vers nous dans la facette politique.
du libéralisme. Alors on voit évidemment effectivement cela se faire avec la complicité des pays occidentaux. Il suffit de penser à la grande exposition sur Haloula qui a encore eu lieu à l'Institut du monde arabe et la participation de la France très active dans ce domaine. Et je dirais aussi une chose, parce que Antoine, vous avez parlé des États, mais je dirais aussi la participation des artistes eux-mêmes. C'est pas qu'une question d'État, hein. C'est-à-dire que moi j'ai vu courir à Abu Dhabi, à Doha, tout ce qu'il y a comme artistes contemporains en France, jeunes, qui sur place sont les défenseurs de la liberté. Dès qu'il y a un contrat, un peu d'argent qui est mis sur la table, à Doha, ils courent tous. À Abu Dhabi, ils courent tous. Moi j'ai vu tous ces artistes occidentaux, jeunes, qui, pendant le printemps arabe, se sont tus parce qu'ils étaient invités à la Biennale de Sharjah et qu'ils avaient envie que des gens achètent leurs œuvres à Dubaï. J'avais demandé à parler à Juliette Binoche, qui est marraine du festival de Jeddah en Arabie Saoudite, pour un article dans Mediapart. J'attends toujours sa réponse. Et en allant en Biélorussie, je me suis rendu compte que l'un des visiteurs réguliers du président Loukachenko, c'était Gérard Depardieu, l'acteur Gérard Depardieu, qui allait très souvent en Biélorussie. Et un acteur du théâtre Yanka Kupala me disait, ce sera un reportage que vous pourrez lire demain dans Mediapart, et cet acteur du théâtre Yanka Kupala me disait, vous voyez, Loukachenko a donné un terrain à Depardieu, mais nous, les acteurs, on n'arrive pas à se loger en Biélorussie. Est-ce que vous pouvez, Ivan, nous raconter justement votre vie de musicien, comment c'était que faire de la musique, de la culture, sous le régime de Loukachenko? Bonsoir. Alors, c'est vraiment pas facile à vous expliquer, mais je vais essayer. Il faut comprendre que la Biélorussie, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants qui se trouve au centre d'Europe et qui était toujours, on peut dire, à la périphérie des grands pays. Au 19e siècle, à 18e siècle, 19e siècle, c'était Lituanie, Pologne, tous ensemble, c'était la République des deux nations. Avant, c'était je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais c'était Lituanie. Après, c'était le royaume de Lituanie et de Pologne. Voilà. Et donc, c'était fin du 19e siècle que la Russie fin du 18e siècle, c'est quand la Biélorussie pour la première fois devenue la partie de l'Empire russe. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à apprendre la culture russe, qu'on a commencé à voir le cyrillique, parce qu'avant, la langue biélorusse était quand même en latin aussi. Et donc voilà, 19e siècle, bien sûr, c'est la partie de l'Empire russe. Après, c'était divisé plusieurs fois. Aussi, la Pologne prenait une partie de Biélorussie, l'autre partie c'était la Russie. Et par exemple, là où je suis né... vous n'êtes pas né à Minsk, hein, vous êtes né je ne suis pas né à Minsk, je suis né pas loin de la frontière avec Pologne. Avant 1939, c'était Pologne, c'était la partie de la Pologne. Mais bien sûr, moi je suis né en 1992, c'était déjà Biélorussie, c'était même pas l'Union soviétique. Je suis né 2 mois après la chute de l'Union soviétique. Et voilà, donc 1994, Loukachenko gagne pour la première fois et pour la dernière quand on a compté les votes, les élections. Et tout de suite, 2 ans après, il change la constitution, il donne à soi-même tout le pouvoir en plusieurs parties, 1996, 1999, je pense, et 2004. Et donc, voilà, et il est là depuis 26 ans. Et... oui, et donc pour la culture en Biélorussie, pour tout. Moi, c'est important ce que vous dites, parce que je fais cette question de l'histoire, de rappeler l'histoire, parce qu'en fait, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens me disaient que Loukachenko veut ignorer cette histoire-là. Pour lui, l'histoire de la Biélorussie, ça commence avec la période soviétique, et pas avant. Et donc cette idée de raconter cette histoire, c'est pour montrer qu'il y a des racines culturelles. Oui, vous savez, Loukachenko, c'est quelqu'un qui est élevé, je pense que dans le temps et dans un endroit, il est de la campagne, il est de famille très communiste, lui-même il est très très communiste, et c'est pas quelqu'un qui se pose des questions, vous savez, c'est pas quelqu'un qui cherche
ce qui est de meilleur, qu'est-ce qui est plus souple, qu'est-ce qui est comment c'est pas quelqu'un qui cherche comment utiliser le potentiel des gens. C'est quelqu'un qui croit au communisme, mais communisme très comment dire littéraire, ce qui est écrit dans le bouquin. C'est ce communisme-là qu'il admire et qu'il ne peut pas. Et donc, voilà, et les gens, vous savez aussi, parce que la Biélorussie, c'était toujours à la périphérique, et je pense que quand même à l'Union soviétique, Biélorussie, les gens, ils avaient une vie quand même pas mal, je pense. Parce que avec toute l'industrialisation du pays, il y avait des usines construites en Biélorussie. Les gens, ils ont commencé à vivre dans les villes. Beaucoup sont déménagés dans les villes. Et puis, pour la culture aussi, parce que moi, je viens de la famille de musiciens. Ma mère, elle est pianiste, mon père, il est compositeur. Et mon grand-père, en fait, il est poète et il est auteur des mots pour l'Athènes biélorusse. Voilà. Et donc, pour eux, c'était vraiment pas mal comme ils disent à l'Union soviétique. Voilà. Mais, bien sûr, là-bas, quand il y avait le chute de l'Union soviétique, c'était le choc pour tout le monde. Et les gens, ils n'étaient pas contents. Et je pense que c'est pour ça que quelqu'un comme Loukachenko, justement, est venu et avec son il a quand même un charisme qui a fait que les gens ont voté pour lui et que voilà, mais ils ont fait une erreur, mais qui est difficile comment dire, difficile à changer maintenant. À changer, voilà. Et par rapport à la culture, pour vous en tant que musicien, vous avez vécu justement cette situation difficile de la culture sous Loukachenko. Vous avez réussi à partir vite à l'étranger. Oui, alors à l'Union soviétique, vous savez, on avait un très bon système pour les jeunes musiciens. Chaque grande ville avait une école pour les enfants talentueux. Ça veut dire que pour entrer à première année, pour le premier degré, il fallait passer un examen. Et avant d'entrer à première année, il fallait suivre les cours de solfège pendant 12 ans. Donc c'était vraiment sérieux, c'était vraiment pour quelqu'un qui voulait être musicien dès 5 ans. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment choisi, c'est ses parents qui ont choisi, comme mes parents ont choisi que je vais faire la musique. Et donc à partir de 7 ans, j'étais dans cette école où on a la musique et on a tous les autres sujets en même temps. C'est-à-dire qu'on a un cours de maths, après on a un cours de solfège, après on a un cours de physique. Et voilà, on avait des très très bons profs et c'est vraiment exceptionnel en fait, ce type des écoles à Minsk, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et tous les musiciens tous les meilleurs musiciens de ces pays ont passé par ces écoles. Voilà. Et je pense que c'est le fait d'avoir ces écoles, nous aidait beaucoup d'être ensemble et c'était un genre de cocon. Donc on était assez loin de politique, tout ce qui se passe dans le pays. On a dès l'âge de 8 ans, de 9 ans, on a pensé que voilà, c'est comme ça, on sait bien qu'il y a pas beaucoup de choses qui se passent en Biélorussie, il n'y a pas beaucoup de support pour la culture, il n'y a pas de... on ne peut pas vraiment vivre avec ce qu'on fait, alors que voilà, on finit l'école et puis on va ailleurs, on va à l'étranger. C'était la philosophie de presque tout le monde, en fait. Voilà. L'exil des musiciens. Je me tourne vers vous, Sébastien Lagrave. Quand vous entendez évidemment ces deux côtés, à la fois évidemment comment les États utilisent la culture et de l'autre comment aussi des populations veulent s'affranchir de régimes dictatoriaux par la culture, comment ça se décline peut-être cette double situation à l'échelle de l'Afrique ? Oui, d'un continent entier. Alors je suis
absolument pas spécialiste de l'Afrique, hein. Ce serait un présomptueux, totalement déplacé. Je suis juste un directeur de festival qui produit des musiques africaines ici. Et quand j'ai pris ce poste en 2012 et que j'ai conduit une tournée au Mali, en Afrique de l'Ouest, à côté de Bamako, mon premier trajet en voiture a été avec 2 gardes du corps en Kalachnikov derrière moi. Et je me suis dit, tiens, ça y est, il faut que je me mette à la géopolitique un peu parce qu'il se passe des choses quand même. Et que le métier de programmateur n'est certainement pas le même qu'un gros festival. Voilà. Et donc, je suis rentré dans ces rapports Nord-Sud, je suis rentré dans l'analyse de ces rapports Nord-Sud, dans les résistances citoyennes qui existent dans tous ces pays-là. Et vous verrez dans l'atlas d'Antoine tout ce que met en place un certain nombre de collectifs citoyens dans tous ces pays-là. On en reparlera plus tard. Et puis, je suis rentré aussi dans l'analyse de ce théâtre d'ombre qu'est le continent africain, c'est-à-dire comment les vieilles puissances et les vieux États essayent encore de faire de ce continent, comme elles l'ont malheureusement toujours fait, le lieu d'une sorte de guerre froide culturelle, d'une guerre froide de leur soft power à l'ancienne culturelle. Et effectivement, beaucoup de pays du continent sont des endroits, des lignes de front culturelles où s'affrontent par un certain nombre d'outils dont on pourra parler, des vieux États et les vieilles puissances et les nouvelles puissances. Et au milieu de ça, eh bien, il y a des artistes africains dont je peux parler des cachets, hein, puisque des fois c'est 20 € la soirée, c'est pas du tout, voilà, c'est loin des cures. Et au milieu de ça, il y a aussi de l'autre côté un continent qui a désormais une puissance dans ses industries culturelles absolument extraordinaire. Le cinéma, et c'est dans l'Atlas, c'est-à-dire l'industrie du cinéma au Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya, il y a des industries culturelles qui sont dans une phase de croissance absolument incroyable. Et donc, on a une situation effectivement assez contrastée et paradoxale. Alors, pourquoi, Sébastien, quand on voit les chanteurs africains, alors je parlais de Smokey au Burkina, de Bobby Wine, mais il y en a tant, ils sont tellement engagés. Cheikh MC, par exemple, pour les Comores, absolument incroyable. Et pourquoi nos artistes en France, on a l'impression, ou même en Europe, ils sont pas tellement engagés? Comment vous voyez cette différence? Oula, c'est un sujet glissant pour les artistes européens. C'est vrai que... Est-ce que c'est votre ressenti aussi? Oui. Non, mais c'est évidemment mon ressenti. On a Africolor produit il y a 30 ans, puisque le festival a commencé il y a 30 ans, un documentaire qui s'appelait Paris, c'est l'Afrique. Et ce documentaire revenait sur le Band Aid de Bob Geldof, qui avait eu lieu à Abidjan. Et tous les artistes du monde entier, dont des Springsteen, des Sting, voilà, étaient venus à Abidjan pour une cause qui était celle-là. Si on demandait maintenant à plein d'artistes européens ou américains de dire, bah voilà, vous allez venir pour une cause qui est, je ne sais pas quoi, les droits de l'homme ou la question du minerai, de l'exploitation des minerais au Congo-Kinshasa, faire un concert à Kinshasa, j'ouvre les questionnaires. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'ils viendraient de la même façon que ici en France, et je fais le parallèle volontiers, quand il s'agit de soutenir la question des travailleurs africains ou des chanteurs africains sans papier ici, les artistes ne se bousculent pas non plus. Hein. Voilà. Donc c'est la même chose en fait. Hein. Oui. On voit cette différence. Alexandre, par rapport à la résistance des artistes, est-ce que dans les pays du Golfe, il y a des artistes qui sont contre les politiques mises en place par les États, notamment en matière culturelle, ou bien tout petit début de résistance est immédiatement étouffé? Avant de répondre à la question, est-ce que je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit? Complètement, évidemment. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce tableau que vous brossez de l'Afrique. Et la question des artistes, en fait, leur capacité à... Ah, ben, j'ai du coup oublié ce que je voulais dire. Je voulais rebondir. Ah, voilà, je me rappelle maintenant, excusez-moi. Il est tard, le prof a donné trop de cours aujourd'hui. Non, c'est quand vous avez dit en Europe, les artistes s'engageaient peu, c'est pas seulement sur les causes étrangères. C'est-à-dire, ce qui était frappant, on en pense ce qu'on veut, hein, du mouvement Gilets jaunes, mais c'est la première fois, moi je suis politologue, qu'il y a un mouvement social de cette ampleur en France depuis mai 68, et les artistes français ont été absents, se sont pas du tout impliqués, même compte. C'est-à-dire, il y avait une absence très très forte de ce que les institutions, les médias reconnaissent comme la scène culturelle française. Les gens de cinéma, les gens du monde de l'art. Il y a eu une déconnexion profonde entre le monde de l'art, de la création artistique,
et ce mouvement social. Comment vous l'expliquez, Alexandre? Et je l'ai constaté et j'ai eu tout de suite à l'esprit la solidarité de la scène artistique française avec mai 68. Parce que mai 68, le festival de Cannes a été arrêté. Et là, non, c'est quand même, on était dans l'inverse. Or, cet inverse, c'est ce que moi j'ai observé depuis plusieurs années dans les pays du Golfe. Et ce qui s'est passé en France l'an dernier m'a fait me poser la question, est-ce que c'est une tendance devenue universelle, globale, d'une absence de solidarité des artistes avec les mouvements sociaux, quels qu'ils soient? À chaque époque, vous pouvez critiquer le mouvement social, hein, il y a toujours une grosse part d'idéologie, mais historiquement au XXe siècle, il y a toujours eu une forte implication d'artistes dans les mouvements sociaux, même ceux qui défendaient le totalitarisme communiste. Donc là, il y a eu une déconnexion en France qui était très singulière, et dans les pays du Golfe, je l'ai observé, c'était la norme, mais paradoxalement, il y avait plus de refus de critique des artistes émiriens, qatariens, que des étrangers qui se rendaient là-bas, mais parce qu'ils s'y rendaient pour des raisons économiques. Et que les plateformes étaient d'abord faites pour leur distribuer des contrats, de l'argent. Et y a pas, le gâteau est limité, du coup, plus vous distribuez à des artistes étrangers, moins il y en a pour les artistes locaux. Du coup, ça attise aussi leur capacité de critique. Mais moi, j'ai été étonné de voir que dans des régimes autoritaires, il y a des artistes qui ont plus la capacité à dire non qu'un citoyen d'une démocratie occidentale qui, a priori, ne risque pas d'être mis en prison. Et ça renvoie à une chose que je n'avais pas comprise tout de suite, c'est l'idée de résistance. Parce que, vous savez, le XXe siècle, c'est ça, c'est l'art résiste. Moi, au début, j'avais rapidement écouté ce film extraordinaire qui est Gilles Deleuze à la Fémis dans les années 80, qui fait un monologue là-dessus. L'art résiste. Et en fait, moi, je m'étais dit, encore un qui pense que les artistes sont résistants, résistent à la concentration du pouvoir par essence. Et je me disais, mais c'est pas du tout ce que je vois au quotidien. Absolument pas dans les pays du Golfe, avec tous ces Européens qui arrivent, et même pas en France. Mais en fait, je l'ai réécouté après, c'est pas ce qu'il dit. Quand il dit l'art résiste, il dit les objets d'art résistent, l'œuvre d'art résiste. Et je me suis dit, tiens, ça c'est très fin quand même, par rapport à ce que effectivement on observe, et ça reste vrai. Parce que même un artiste qui accepte de travailler pour le régime le plus autoritaire, si c'est un bon artiste, parce qu'on peut être un bon artiste et ne pas du tout participer à la démocratisation des sociétés. On peut être un très bon artiste et travailler pour le pire des tyrans. Ça a été le cas de la plupart des artistes de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Ils étaient au service de tyrans, de personnes qui n'avaient rien à faire de la participation politique. Et pourtant, les œuvres de la plupart d'entre eux sont dans nos plus grands musées et nous les admirons. Mais parce que c'est ça l'art. L'art va bien au-delà de l'artiste. Et effectivement, là-dessus, il avait vraiment raison, Deleuze. L'art résiste, oui, mais c'est l'œuvre d'art qui résiste, pas l'artiste. Et en ce sens, oui, il y a des œuvres d'art qui résistent d'artistes qui sont pourtant des collaborateurs. Deleuze, résister, c'est créer, justement, comme illustration. Je me tourne justement vers vous, Ivan. Vous êtes retourné en Biélorussie récemment, depuis un petit peu, évidemment, les événements qui se sont passés. Comment vous vous êtes senti? Décrivez-nous un petit peu. Écoutez, moi, je suis venu dans Minsk, la capitale biélorusse, justement, le jour des élections, le 9 août, et je m'ai endormi avec les explosions des bombes de l'eau et de lumière. Et oui, c'était déjà, on n'avait pas d'internet. Ils ont arrêté tout l'internet dans tout le pays pendant 3 jours. On n'avait pas d'internet. Le jour même de l'élection. Le jour même des élections. Et puis 2 jours après, et
savais pas. Bon, après, bien sûr, on a trouvé les moyens comment suivre les Comment nouveaux. vous faisiez justement? Il y a une application qui s'appelle Telegram, vous connaissez peut-être. Il y a un moyen quand même d'accéder ça s'appelle proxy server, par des serveurs proxy. Apparemment, c'est impossible éteindre ça, comment dire, d'éteindre les proxy serveurs. Et donc, et vous savez, donc il y a les chaînes sur cette app. Et par exemple, il y a une chaîne la plus populaire qui s'appelle Nerta, vous le connaissez peut-être. Et il avait 300 000 abonnés avant le jour des élections, et 2 jours après, maintenant il a 2 millions abonnés. Donc voilà, donc tout le monde qui ne pouvait pas suivre sur Internet, ils ont passé à Telegram. Et voilà, donc c'était vraiment oui, l'ambiance très spéciale. Vous avez eu peur? J'ai jamais vécu l'ambiance de guerre, mais pour moi et pour ma famille, pour mes amis, c'était comme un peu l'ambiance de guerre. Surtout, ce qui était intéressant, parce qu'on dit que la révolution en Biélorussie, elle est trop gentille. Vous savez, les gens, Pacifique. ils vont manifester. 200 000 personnes vont manifester à 14 heures, et à 20 heures, ils vont revenir pour dîner. Vous savez, ils reviennent pour dîner. Voilà. Et ça se passe déjà combien plus qu'un mois, 40 jours déjà. Et tous les dimanches, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce que je voulais? Pardon. Non, voilà pour le témoignage de. Voilà, d'avoir et oui, voilà, la journée, rien ne se passe, le matin, rien ne se passe, c'est calme, mais bien sûr, tout le monde est vraiment choqué. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la situation, mais officiellement, le monsieur Loukachenko, il a gagné 80%, alors qu'il il a eu 15, et l'autre candidat a eu peut-être 70 ou 75. Donc il a vraiment fait l'inverse, et qui a provoqué ce mouvement. Et je pense que pour cette fois-ci, les gens ils vont pas arrêter. C'est juste trop long, 26 ans. C'est trop long. Et pour vous, c'est un moment d'espoir? Oui, c'est un moment d'espoir, bien sûr. Vous savez, je suis parti quand j'avais 17 ans, il y a 11 ans. Je suis parti de mon pays, mais ça reste bien sûr dans mon âme, ça reste j'aime beaucoup la culture, j'aime bien les gens, surtout maintenant quand je vois que c'est la naissance de nations, c'est la naissance de peuple biélorusse, parce que j'étais toujours très déçu par tout ça, par le fait que les gens ils acceptent tout, ils acceptent le non-respect de gouvernement, de président qui dit tout ce qu'il veut, qui est mentalement pas en très bonne santé. J'essaie d'être diplomatique, c'est difficile, mais j'essaie très fort. Et je suis en France, heureusement, je ne peux pas dire ça en Biélorussie, donc je dois en profiter. Voilà. Et voilà, donc je suis très heureux, et puis voir comment les gens ils sont créatifs. Vous avez vu les images des manifestations, ces panneaux avec les très créatifs, et comment les gens ils s'enlèvent ces chaussures pour se mettre sur les bancs pour protester, et puis ils nettoient toute la poubelle après. Et donc tout ça, je pense que c'est pas grâce au régime, c'est tout ça, les gens, c'est malgré le régime. C'est comme avec la musique aussi. On a beaucoup de gens très talentueux et dans la musique et dans le secteur informatique. Et malheureusement, tout le monde part. C'est vraiment très dommage. Donc j'ai beaucoup d'espoir que si ça change, je vais avoir aussi, je ne sais pas si je vais retourner là-bas vivre, mais ça va être beaucoup plus facile à faire des choses. Et puis voilà, on a tellement de potentiel.
Donc pour ça, j'ai beaucoup d'espoir. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas s'il n'y aura pas des... Vous savez, comme en Ukraine, ils ont eu... c'est la démocratie, on peut dire. Il y a la liberté de mots, il y a la libération de business et tout en Ukraine. Mais il y a des gens qui ont tout l'argent, des oligarques. Oui. Et ça, bien sûr, il faut bien. Mais je pense qu'avec toutes les erreurs qu'on est maintenant, qu'on sait comment il ne faut pas faire, si on aura des gens bien et après, oui, je suis sûr que ça va. Éviter le scénario à l'ukrainienne, Ouais. ça c'est sûr que c'est évidemment une leçon importante. Sébastien, par rapport, on a entendu Ivan à l'instant, et notamment comment évidemment les régimes comme en Biélorussie coupent Internet immédiatement, Internet qui est un moyen de diffusion énormément de la musique, et notamment en Afrique, il y a vraiment une connexion forte. Ça me fait réagir parce qu'en fait, j'ai l'impression que tous ces apprentis dictateurs, même s'ils sont là depuis longtemps, ont tiré les leçons de 2014 au Sénégal et 2016 au Burkina Faso, puisque quand le mouvement citoyen des rappeurs de Y'en a marre s'est révolté et a permis d'annuler la mauvaise élection et l'élection de Macky Sall, quand on se moquait avec le ballet citoyen en 2016, a permis, et avec évidemment tous les Burkinabés, de renverser Compaoré, les deux présidents en exercice ont commis l'erreur de ne pas couper Internet, entre guillemets. Et en fait, ensuite, quelques mois après, au Burundi, il a coupé. Au Congo-Kin, ça a commencé à ralentir. Et on a vu tous les présidents Bongo, et la liste est longue évidemment, ont commencé à ralentir le débit Internet, voire à le couper dès que les mouvements citoyens commençaient à diffuser. D'où l'extrême importance des réseaux sociaux sur tout le continent dans les mobilisations. Et on arrive même à des situations dans lesquelles ces leaders-là, ces grands rappeurs, on parlait de Sheik, on parle de Lexus, on parle d'autres, on parle d'Elom Vince au Togo, sont devenus intouchables parce que des porte-voix des mobilisations, et les présidents savent que s'ils les mettent en prison, ça part sur Facebook et sur Twitter et sur Insta et sur Imo dans la seconde. Et donc on arrive dans des situations dans lesquelles ces grands leaders de réseaux sociaux, finalement, sont des voix beaucoup plus écoutées que, par exemple, au Mali, les 150 partis politiques que plus aucun jeune n'écoute. Voilà, Et l'Internet dans les pays du Golfe, Alexandre Kazerouni, c'est comment? Parce qu'on peut imaginer aussi une crainte de ces régimes d'un printemps arabe décliné dans la région. Les réseaux sociaux sont très utilisés au Moyen-Orient. Et moi, par exemple, j'ai créé mon compte Facebook, je me suis intéressé à Twitter en me rendant là-bas. Donc c'était en 2007-2008, et j'avais l'impression d'aller quelque part où tout le monde était connecté, et où moi, mon environnement ici, pourtant j'avais quelques années de moins, était beaucoup moins sur ces plateformes. Et si vous prenez les chiffres le nombre de personnes qui utilisent ces plateformes virtuelles, il est très élevé pour tous les pays du pourtour du Golfe Persique, que ce soit la péninsule arabique ou l'Iran. Alors c'est à double tranchant. Donc la question que je me pose toujours, c'est pourquoi, d'accord, ils coupent Internet, ils peuvent couper Internet, mais pourquoi ils le laissent se développer? Et Internet, bon, tout le monde en est conscient, maintenant c'est à double tranchant parce que c'est un formidable outil de surveillance de la population. Et par Internet, les États peuvent savoir beaucoup sur leur population. Et il y a quelques années, quand le régime a commencé à se durcir, à devenir de plus en plus policier aux Émirats, j'ai un ami émirien qui était de passage à Paris, et on discutait. À un moment donné, il fait comme ça, il ouvre son téléphone, il sort la batterie et il me dit « Ah, je peux enfin parler ». Mais c'est une crainte que toute personne a quand elle se rend dans un régime autoritaire, c'est être horrifié par son téléphone. Vous avez envie de le balancer au loin, mais vous en avez besoin. Et en fait, il suffit que vous ouvriez une fois votre compte Internet et ils ont accès à l'État a accès à toute votre correspondance. Essayez de la nettoyer à la veille d'un voyage, ça prend des heures et des heures. C'est un travail harassant. Et en fait, c'est à double tranchant. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les régimes autoritaires et totalitaires, pour ce qui est de la Chine, ont laissé se développer considérablement Internet.
Parce que peut-être ont-ils vu très tôt combien, d'accord, ça permettait à des gens de s'organiser, mais ça permet aussi de savoir qui est qui, beaucoup plus facilement. C'est une sorte de service de renseignement, Internet et toutes ces plateformes. Et d'ailleurs, ça a entraîné un changement de leur appétence pour nos sociétés. Longtemps, ils entretenaient des rapports avec les pays occidentaux, les régimes autoritaires pour ce qui concerne la péninsule arabique, parce qu'ils voyaient en eux des puissances militaires. Et puis, plus ça avançait, mes recherches dans le Golfe, et plus je me disais, mais on n'est pas qu'une puissance militaire en France. Nous sommes aussi une puissance technologique, en lien avec les défis du contrôle de la population. C'est pas tellement aujourd'hui, c'est pas seulement une France qui les aiderait à se défendre contre la prédation des pays voisins. Je parle des principautés côtières, donc qui sont face effectivement à la prédation de l'Irak pour le Koweït, ça tout le monde s'en est rendu compte, l'Arabie Saoudite beaucoup, et puis dans leur discours, ils mentionnent beaucoup l'Iran. Alors il y a ça, oui, c'est-à-dire la France peut les aider à construire un système de défense contre ces grands États voisins. Mais la France les aide aussi beaucoup, et là-dessus, regardez tous les articles parus dans le cas égyptien, à développer leur système de police. Leur système de police face à, justement, Internet. Et la France, aujourd'hui, vend non seulement des armes à ces pays, mais aussi des outils de surveillance de la population via les réseaux sociaux. Et ce sont bien souvent les mêmes sociétés, les sociétés d'armement, qui ont pu développer ces technologies d'un maintien de l'ordre dans l'espace virtuel. Et donc, il y a quelque chose d'assez effrayant aussi à voir se développer Internet, tout comme les plateformes d'art. Vous voyez, tout ce qu'on associe peut-être un peu trop vite à de la participation chez nous, il faut se demander pourquoi ces États qui n'ont absolument ni envie et ne témoignent pas sur la décennie qui s'est écoulée de leur marche vers notre système politique, pourquoi ils se lancent tellement à fond dans aussi bien nos valeurs culturelles que ces nouvelles technologies. Il n'y a pas de frein, hein. D'accord, il y a des limites à Internet, mais ils ont laissé se développer Internet. C'était tout à fait possible d'empêcher l'installation d'Internet dans ces États. Le développement économique de la Chine, incroyable, qui s'est fait avec la destruction de l'industrie européenne, ne s'est pas fait avec Internet. Ils n'avaient pas besoin d'Internet pour devenir cette puissance industrielle qu'ils sont. Et pourtant, quelle belle aventure chinoise dans l'Internet. Aujourd'hui, vous avez la firme Alibaba, par exemple, qui s'installe au Moyen-Orient. Les régimes autoritaires sont très demandeurs maintenant de toute la technologie chinoise. Évidemment, la présence de la Chine en Afrique, notamment. Sébastien, vous l'avez constaté aussi, justement, cette présence chinoise à travers vos nombreux voyages sur le continent. Enfin, premier endroit très symbolique, Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, dont tout le centre-ville est rasé depuis 2-3 ans, remplacé par des immeubles construits par les Chinois. Bon, ça, c'est la base de toutes les capitales du continent, quasiment. Mais pour revenir sur la question de l'Internet, et les chiffres datent de la semaine dernière, d'une étude qui est parue la semaine dernière, on voit combien la Chine et la Russie investissent énormément dans la création de pages web, dans la diffusion de contenu de pages web et de relais de pages web sur le continent africain, notamment, et évidemment de contenus favorables à la Chine. Tandis que la Russie, qui investit quasiment 3-4 fois plus que la Chine dans ses pages web, on compte, là on dénombrait à peu près 622 sites, dont évidemment on ne connaît pas les administrateurs. La Russie, elle, ne fait pas ça pour l'ordre ou pour elle-même, elle fait ça pour semer le désordre sur le continent. Et là, il y a un fait très très précis, deux faits très précis. En novembre 2019, Facebook a fermé des milliers de pages Facebook et des comptes qui avaient été créés par les Russes, notamment Centrafrique, Congo-Kinshasa, mais aussi le Mali. Et là, dernièrement, pendant tout le coup d'État du 9 août, on a vu refleurir un certain nombre de pages Facebook favorables aux Russes pour les accords militaires franco-russes, Mali-Russie.
Et on a vu refleurir tous ces passages de relais entre les médias russes Sputnik et RT, qui sont relayés très activement sur ces pages. Pour la Chine, c'est quand il y a du bauxite en Guinée, et pour la Russie, c'est là où elle peut semer le désordre et où elle peut placer la société privée Wagner. C'est très simple. Et donc, on voit bien que la culture fait partie d'une guerre, fait partie de ce qu'on appelle maintenant, même en France, dans les stratégies de défense, le champ immatériel, qui comprend la diplomatie d'influence, le cyberespace, et que tous ces contenus culturels-là sont au cœur d'une guerre des vieilles puissances, en fait. Et je vous rejoins là-dessus, l'Internet, il contrôle, mais il sert aussi dans une guerre de prédation, en fait. Alors dans cet Internet, justement, on parle pas mal de la Russie et de son importance. Comment, justement, vous voyez ça, Ivan, de par la proximité de la Biélorussie avec la Russie, hein? Pardon, j'ai pas compris. De Biélorussie avec la Russie, Avec la Russie, l'aéroport. et évidemment par rapport aux nombreux médias Oui. liés à la Russie, comme RT, Sputnik, ce type de choses. Comment voilà, vous vous situez par rapport à ça et par rapport à l'Internet notamment Vous savez, je pense que Internet, pour les régimes comme par exemple en Biélorussie, c'est le cadeau parce que les gens, les gens, ils peuvent voir maintenant avec l'Internet, ils peuvent comparer, ils peuvent voir comment les autres pays, comment ils sont, comment les gens ils vivent là-bas, qu'est-ce qu'est le niveau de vie, qu'est-ce qu'est le niveau de liberté de mot. Et justement, en Biélorussie, avec tout ça, les gens, ils ont vraiment changé des idées parce que comme ils ont l'accès à la justesse, et ils peuvent plus accepter trahison, oui. Et voilà, et c'est ça, je pense que sans Internet, ça n'aurait pas été possible parce que la propagande de TV en Biélorussie, c'est très très fort. On a tout ce qu'on voit. On dit en Biélorussie que on vit dans les deux pays. Un pays dans la télévision et une autre en réalité. Voilà. Et donc, avec toute la propagande sur la télé, c'est impossible pour les gens à la campagne qui n'ont pas d'accès à Internet. Et ils continuent à soutenir Loukachenko, le dictateur, parce qu'ils pensent que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème et que on a la meilleure économie au monde et tout. Alors, voilà, avec Internet, c'est très difficile à trahir, bien sûr. Donc, avec le temps, avec le changement de génération, bien sûr qu'on a de moins en moins, le gouvernement autoritaire a de moins en moins la capacité de garder garder cette croyance. Vous savez, donc je pense que c'est vraiment, oui, il y a des mauvais côtés d'Internet aussi, je pense, parce que il y a plus d'importance de savoir avec Internet, parce que tu peux toujours regarder si tu ne sais pas quelque chose, et voilà, et puis voilà, il y a YouTube, après il y a des recommandations. Enfin, dans beaucoup de cas, tu n'as plus besoin de réfléchir avec Internet. Et pour le cerveau, je pense que c'est très, très mauvais. Mais par contre, ça permet aussi, évidemment, ça permet une révolution comme celle-là. de voir comment c'est maintenant à San Francisco ou à Paris, ou lire tout ce qu'on veut. Je pense que c'est incroyable et c'est grâce à ça que ça va changer. Je ne sais pas si ça va changer en Biélorussie, par exemple. Je ne sais pas si ça va changer demain ou dans une semaine ou dans un an, mais ça va changer, je suis certain. En tout cas, un Internet à double tranchant. Mais évidemment, on ouvre en allant jusqu'à ces dimensions-là numériques. Mais quand on va en Afrique, je pense, Sébastien, vous serez d'accord avec moi, on voit aussi juste un aspect très simple de concerts qui sont des meetings, des rassemblements, où c'est vraiment sur les marchés, dans la rue, que la politique se fait via la musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ça, je dirais que c'est la base. Enfin, pour parler plus précisément de l'Afrique de l'Ouest, de toute façon, jusqu'à il y a 40-50 ans, le statut d'artiste, l'existence même de l'artiste, ça n'existait pas. Il existait des notaires, des avocats,
des gens chargés, des médiateurs de quartier, des hommes et des femmes de paix, qu'on appelle au Mali par exemple les djeli ou les griots, et qui sont chargés, et qui sont attachés à des familles ou à des quartiers, et qui s'occupent de la transmission du patrimoine, d'aller demander la fille en mariage, etc. Et ce sont eux qui, jusqu'à une période très récente, étaient les chanteurs et les grands, et il le reste encore évidemment, les grands chanteurs du Mali. Ensuite, avec un Salif Keïta, avec d'autres, des artistes qui ne sont pas griots ou djeli, ont investi la scène mondiale et européenne. Mais globalement, le tissu social ouest-africain, ce sont des artistes qui se pensent comme des artistes citoyens et qui ont un rôle. Que ce soit des djeli, que ce soit aussi ce qu'on appelle la confrérie des chasseurs, qui sont tous sauf des chasseurs, mais qu'on appelle ici, en tout cas en France, les chasseurs, c'est des dozos. Qui, eux, s'étendent sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest, ils ont un rôle de consolidation sociale et surtout de faiseurs de paix. Notamment dans le conflit sahélien, on sait très peu que grâce à des mécanismes qu'on appelle le cousinage à plaisanterie, qui fait que des peuples peuvent s'insulter sans jamais se faire la guerre, eh bien, ce mécanisme-là a été activé dans des négociations de paix, notamment entre les Dogons et les Touaregs, et que ce mécanisme-là, il a été activé aussi grâce à des artistes qui ont fait la navette diplomatique dans ces mécanismes-là, en tout cas. Et donc, l'idée d'un artiste qui ne soit pas ancré dans sa ville, dans son bal-poussière, dans son quartier, ça n'existe pas. Je prends un exemple. À Bamako, on parlait des musiques électroniques. Il y a une forme de musique électronique qui existe depuis 15 ans qui s'appelle les balani. C'est dans les quartiers de Bamako, on sort la sono et on a 300 personnes qui dansent sur de l'électro bamakois. Et c'est une fête citoyenne de quartier dans laquelle on fait passer des messages citoyens. Et notamment quand il y a eu Ebola, c'est lavez-vous les mains, etc. Quand c'est le Covid, c'est mettez un masque, lavez-vous les mains. Et la transmission des consignes, elle se fait par la musique. Effectivement, je l'avais constaté qu'au moment d'Ebola, notamment par exemple en Guinée-Conakry, beaucoup de populations pensaient que ce virus n'existait pas. Et la seule manière de convaincre les populations, c'était justement de passer par des chanteurs, par des griots pour convaincre et porter le message. Une question, une dernière, après ce sera évidemment à vous, mais pour Alexandre. Parce qu'on a bien compris dans votre explication le rôle notamment du Qatar, des Émirats et ainsi de suite dans les pays du Golfe. Mais comment la culture peut aussi se jouer à une échelle un peu plus large dans la région par rapport aujourd'hui à l'affrontement Arabie Saoudite, Iran? Est-ce que justement dans ce match-là, il peut y avoir aussi une dimension culturelle? Qu'en est-il peut-être aussi dans ce fameux Golfe Persique et de la question iranienne aussi sur les arts? Alors, deux manières d'y répondre. La première, c'est de dire de quel niveau, quel est le périmètre de notre définition de la culture. Si la culture, on y réfléchit au sens le plus large, qu'on dit anthropologique à l'université, et ça inclut les croyances, alors oui, il y a au niveau culturel deux visions de la société qui s'opposent, à commencer par un régime monarchique et un régime républicain. Dans les deux cas, ce qu'on appelle à l'université l'islamisme est au pouvoir. C'est-à-dire la République islamique d'Iran est classée comme un système politique relevant de l'islamisme, mais l'Arabie saoudite aussi. Et en France, on a du mal à le concevoir, que la monarchie saoudienne, qui, depuis les années 50, bien avant la révolution iranienne, 30 ans avant, s'est lancée dans la promotion du salafisme, qui est une vision de l'islam, en ciblant d'abord l'Afrique, est un régime politique qui participe pleinement du champ islamiste, que ce soit depuis ses dirigeants ou son opposition. Si vous voulez, vous avez les dirigeants saoudiens qui défendent le salafisme, qui soutiennent le salafisme depuis les années 50 à l'international, et puis l'opposition, c'est les frères musulmans qui sont d'autres types d'islamistes. Donc là, la culture, au sens le plus large, oui, on peut voir des différents. Maintenant, au sens plus restreint, c'est-à-dire la culture, c'est les arts. La culture au sens du ministère de la Culture en France. Là, on voit beaucoup de convergences entre les deux rives du Golfe Persique. On voit en fait les pays de la péninsule arabique et l'Iran qui ont in fine embrassé, avec plus ou moins de décalage dans le temps, le système des beaux-arts.
Le système des beaux-arts, en fait, il est très tôt adopté au sein du monde islamique, hein, dès le fin 19e siècle, à Istanbul, en Égypte, en Iran. La peinture réaliste et même très rapidement la sculpture au début du XXe siècle deviennent des horizons à atteindre, que ce soit au sein des élites en place ou de ceux qui les contestent, c'est-à-dire les pères de l'islamisme qui commencent à développer leurs idées dans les années 1870 en Égypte, ne sont pas opposés aux beaux-arts. Par exemple, une des figures fondamentales qui est Mohammed Abdou, un Égyptien, a même légiféré pour autoriser la peinture et la sculpture figurative et réaliste. C'est un des pères de ce qu'on appelle l'islamisme dans le champ académique. Bon. Donc, les beaux-arts ont été embrassés par l'ensemble de ces systèmes politiques, quelle que soit l'étape de leurs différences, si vous voulez, que ce soit à l'époque avant la Révolution de 79, où vous aviez des oppositions uniquement nationalistes, depuis 1979, où vous avez des différents types d'islamisme qui s'opposent, un islamisme révolutionnaire sur la rive nord du Golfe Persique et un islamisme conservateur de l'ordre en place, le salafisme, sur la rive sud avec l'Arabie saoudite. Mais il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est la rencontre de tous ces gens à Dubaï, à partir de 2005, autour d'un certain nombre de galeries, des ventes aux enchères de Christie's et de la foire d'art contemporain de Dubaï. Voilà qu'après 2 siècles de surtout différents nationalistes, où Arabes et Iraniens se sont complètement ignorés, chacun n'ayant Dieu que pour les Européens et ensuite les Américains, ont commencé à la faveur de la taille critique nécessaire à ce marché, à voir ce que les uns et les autres avaient fait depuis la fin du 19e siècle. Et moi, je me suis retrouvé une fois, je vais vous raconter une anecdote qui sera plus parlante que des analyses, à Abu Dhabi, c'était 2010, je crois, c'était 2010, une exposition organisée par un galeriste de Dubaï, au sous-sol d'un hôtel, quand même plus de 5 étoiles, où il y avait le pionnier de la sculpture iranienne, qui est toujours vivant, c'est M. Tanavoli. Et puis, il vient de décéder, le dernier des pionniers de la sculpture arabe, en l'occurrence égyptienne, encore vivant. C'était Adam Hennein, il est mort il y a 1 ou 2 mois, peut-être cet été, je ne me rappelle plus. Et il n'était pas là en même temps. Le jour du vernissage, il y avait Adam Hennein et pas l'Iranien. Et j'ai demandé à Adam Hennein, l'Égyptien, alors qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes exposé ici avec le pionnier de la sculpture iranienne. Il me regarde, il me dit, mais j'avais jamais entendu parler de lui. L'Iranien vient quelques semaines plus tard, il était invité par l'université d'NYU à Abu Dhabi. Je lève la main, je lui dis, bon, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir exposé en même temps que Adam Hennein? Ah, ben c'est une belle découverte. Et là, l'art a permis quelque chose, effectivement, mais il faut y réfléchir via les besoins du marché de l'art. Il n'y avait pas assez pour faire uniquement des ventes iraniennes et uniquement des ventes arabes. À un moment donné, si vous voulez, les besoins plus rationnels et moins idéologiques du libéralisme économique du marché de l'art font qu'il a fallu les mettre tous dans un même paquet. Et ça a provoqué énormément de rencontres. Et moi, je me rappelle, 2010, c'est vraiment le début du marché de l'art saoudien. 2010, première fois qu'un artiste saoudien voit sa cote dépasser le $1 million. Qui est l'acquéreur? Un collectionneur iranien. C'est des choses qui étaient impensables avant. Même 4-5 ans avant, un Iranien n'achetait que iranien. Qu'il soit pro-monarchiste, islamiste, ce que vous voulez. Ces gens étaient tellement bloqués dans leur nationalisme, dans leurs sentiments nationaux, eh bien, le marché, qui a ses travers, ils sont nombreux, a eu cette vertu-là de dépassionner les choses et de contraindre les gens en cherchant leur propre œuvre. Le collectionneur iranien qui cherche les artistes iraniens, quand même de voir au passage ce qu'ont fait les Arabes. Et ça a été extraordinaire. En fait, le marché de l'art à Dubaï a mis fin à 1 siècle de séparation culturelle entre Arabes et Iraniens, alors que c'est de leur rencontre qu'était né l'art islamique entre le 7e et le 9e siècle. Vous savez, l'art islamique, c'est la rencontre de 2 peuples, les Arabes et les Iraniens. Et puis les Turcs sont arrivés bien après, vers l'an 1000. Eh bien, toute cette rencontre et tout ce qu'elle a produit, paf, ça s'est arrêté au 19e siècle, avec chacun dans son coin qui commence à s'européaniser. Eh bien, Dubaï a cassé ça.
mais très loin des logiques des musées du Qatar et d'Abu Dhabi. C'est pour ça que moi je dis toujours, Dubaï, ça n'a rien à voir avec les musées du Qatar et Abu Dhabi, et il faut arrêter de dire le golf. En fait, la dynamique des musées en lien avec une dérive autoritaire, c'est ce qui s'est passé au Qatar et à Abu Dhabi. Et à Dubaï, en revanche, où il n'y a pas de pétrole, ça c'est très important, où il n'y a pas d'oligarchie d'État, mais un système des marchands et des hommes d'affaires, eh bien, il y a eu comme ça effectivement une ouverture. Et j'avais interviewé en 2010 celui qui est aujourd'hui un des artistes contemporains les plus connus saoudiens, c'est Abdul Nasser Gharem. Et puis, il m'avait dit, j'en avais été étonné dans l'entretien, je lui ai dit, bon, comment tout ça a commencé? Il est militaire de formation. Maintenant, il a quitté l'armée. Il m'a dit, je suis allé un jour sur Internet, j'ai découvert les artistes iraniens. Et j'ai été étonné, ça me parlait beaucoup plus qu'un artiste égyptien, moi qui suis arabe. Et pas iranien, vous savez, les Arabes, les Iraniens se considèrent comme différents, surtout les Iraniens vis-à-vis des Arabes. Et voilà des vertus de l'art. Pour répondre à votre question, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et on voit les interactions entre art, économie, géopolitique et tout qui se mêlent. Est-ce que vous avez des questions, vous maintenant, j'en ai posé un certain nombre. Alors peut-être le mieux, c'est d'aller devant, voilà, pour le micro. C'est voilà, comme ça, tout le monde peut entendre la question. Merci. D'abord, merci, je voulais vous remercier. Mon intervention n'est pas vraiment une question, mais je voulais un peu élargir le débat géographiquement, on va dire. Je voulais reprendre aussi le sujet de la résistance des œuvres d'art, parce que bon, moi, je suis d'origine chilienne, et en ce moment, au Chili, il y a, depuis quelques mois déjà, il y a un soulèvement populaire assez important, et pendant ces derniers mois, il y a eu quand même des manifestations culturelles qui ont d'une part dépassé historiquement leur contexte. Et dans ce cas-là, je voulais donner l'exemple d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Los Prisioneros, les prisonniers, qui est une chanson qui parle de la misère pendant la dictature dans les années 80 et qui a été chantée lors d'une des plus grandes manifestations qu'il y a eu à Santiago. C'était pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, où il y avait... c'était un peu comme les Gilets jaunes. Tous les vendredis, il y avait des gens à hauteur de... parfois, il y a eu une journée, 1 million de personnes pour un pays de 18 millions. C'est quand même assez impressionnant. Et aussi, je voulais... cet exemple-là n'est pas nécessairement dans la logique, on va dire, géopolitique, mais je voulais reprendre un autre exemple qui dépasse un peu les frontières d'un petit pays comme le Chili, qui est l'exemple il y a une association féministe au Chili qui s'appelle Las Tesis. Et elles ont créé une chanson qui s'appelle Un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin, je crois que ça s'appelle en français, et qui a été reprise par un tas d'associations féministes dans le monde entier. Je m'en souviens qu'ici à Paris, je crois qu'il y avait eu une danse qui avait été faite dans le Champ de Mars. Et du coup, je voulais un peu aussi dire que, parce que l'Amérique latine n'était pas dans le débat, donc je voulais simplement faire cette intervention pour aussi un peu la faire participer aussi du débat. Et je voulais donner ces deux exemples-là pour montrer que c'est vraiment c'est ça un peu. Cette remarque-là de la résistance des œuvres d'art, ça m'a vraiment... j'y ai pensé tout de suite à ces deux exemples-là, je voulais les partager avec vous. Et un grand merci parce que l'Amérique latine aurait dû être là. Ce soir, elle n'a pas pu l'être. C'est aussi pour cette raison qu'on est un panel exclusivement masculin, ce qui n'est absolument pas bien. Mais c'est pas faute, avec Mathilde aussi de Grande Contrôle, d'avoir appelé et contacté un grand nombre soit d'artistes ou d'activistes notamment et d'Amérique latine. Donc c'est un grand bonheur d'avoir pu entendre qu'effectivement au Chili, qui est confronté toujours à ce soulèvement, l'art aussi est important. D'autres questions? Oui. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je voulais juste vous poser une question qui va paraître peut-être un peu bateau, mais je voulais juste vous demander l'effet sur la population locale de cette arrivée, parce que les années 90, c'est il n'y a pas longtemps, mais en même temps, ça fait déjà 30 ans. C'est quoi les évolutions vraiment localement et pas par rapport à nos sociétés à nous, mais voilà, pour les gens là-bas, qu'est-ce que ça a amené? Ça a changé les dynamiques ou non?
En fait, ces projets, ça a été non pas une révolution tant artistique que sociologique. Tout l'environnement culturel qui avait été développé, et c'est impressionnant d'ailleurs ce qui a été fait dans les années 70-80, surtout le pourtour du Golfe Persique, que ce soit dans des États anciens comme l'Iran ou dans les principautés côtières qui se sont développées, sont structurées comme États, surtout après 1971. Tout ce substrat, tous ces agents culturels, tous ces employés des ministères en charge de la culture, au Qatar et à Abu Dhabi, ont été marginalisés. L'observation la plus importante que j'ai faite quand je faisais mon enquête de terrain, c'était un jour, je me suis dit, je me suis rendu au ministère de la Culture à Abu Dhabi. Et je suis allé interviewer les directeurs de département et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient même pas au courant du projet qui obsédait nos médias en France, c'est-à-dire l'île des musées. Ils savaient vaguement qu'il y avait un Louvre en projet. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi le ministère en charge des affaires culturelles n'a rien à voir à faire avec ce projet que nous, ici, on perçoit comme le projet phare du pays? Et en fait, c'était là-dedans que résidait la dérive autoritaire, la concentration du pouvoir. Dans la section des affaires culturelles, tous les nationaux qui jusque-là participaient à dépenser l'argent pour les projets culturels n'étaient plus impliqués dans les nouvelles grosses dépenses culturelles comme le Louvre Abu Dhabi ou les musées du Qatar. Pour les mettre en œuvre, pour dépenser de cet argent, pour distribuer aussi l'argent sous forme de salaire, on substituait à la population nationale de ces spécialistes des affaires culturelles, des fonctionnaires, on leur substituait des prestataires de services français, britanniques, américains, allemands, sud-africains, enfin sud-africains de la communauté blanche sud-africaine, des occidentaux. Et ça a été ça, en fait, la grosse conséquence de ces projets. Et contrairement au discours officiel qui vise à dire aux prestataires occidentaux, venez participer à ces projets. Par exemple, aux Français, venez créer un Louvre à Abu Dhabi parce que notre population nationale, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, ils seraient paresseux, ils sont tous trop conservateurs, seraient tous des islamistes, ou alors c'est des incompétents, ils savent rien faire, il faut les former. Ça, c'était vraiment faux. En fait, le problème des dirigeants locaux, c'est que ils avaient trop formé de gens et que ces gens, à force d'être formés, d'avoir des postes importants dans les ministères, et en l'occurrence au ministère de la Culture, ils étaient de moins en moins contrôlables. Et moi, ça a été une révolution aussi personnelle par rapport à tout le savoir qu'on construit en sciences sociales sur la culture. À l'époque, moi, je faisais mon doctorat à Sciences Po, il y avait un rayon musée, c'était que des livres sur la question du public. En gros, en simplifiant, et ça n'a rien de dépréciatif ce que je dis, c'était est-ce que les pauvres et les immigrés vont au musée? C'est l'obsession depuis Bourdieu, et c'est important. Est-ce que cet argent qui vient des impôts, il retourne en service au bas de la classe moyenne? Et en fait, là-bas, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Ce que je vois, moi, et qui est un vrai problème, c'est qui touche de l'argent quand un projet culturel est lancé? C'est qui les agents et pas tellement le public? Et c'est un effort énorme à faire, même en France aujourd'hui, pour problématiser politiquement la culture, pour savoir ce qu'elle a comme impact sur la société, que de sortir de ce paradigme qui écrase tout du public, qui même en France et qui est un débat. Il faut se demander aussi, c'est qui les agents des projets culturels? Un festival de musique électronique, c'est pas seulement qui est le public, c'est qui touche de l'argent. C'est comment est distribué l'argent public. Parce qu'on sait bien que tout ce qu'on fait culturellement, que ce soit là-bas ou ici, c'est en grande partie de l'argent public. C'est pas seulement qui ça fait venir, mais qui s'enrichit avec. Et en fait, dans les pays du Golfe, au Qatar et à Abu Dhabi, l'argent, il a été... on a privé, avec ces nouveaux projets, la population locale de la mise en œuvre de ces dépenses-là. Et la mise en œuvre, c'est aussi toucher de l'argent sous forme de salaire. Cet argent-là, il a été distribué à d'autres. Ça, c'est l'impact le plus lourd. Sinon, il y a d'autres impacts. Effectivement, tout enfant qatarien ou émirien, aujourd'hui, il a beaucoup plus d'opportunités de voir des expositions. Et ça aura des conséquences. Vous savez, il en suffit d'un ou deux qui ont quelque chose d'incroyable en eux et qui ont l'opportunité de voir une œuvre d'art, et puis ça peut faire d'eux un artiste 30 ans plus tard. Il y a ça, évidemment, je ne le nie pas, mais il y a l'autre dimension aussi, puisque vous me demandez c'est quoi l'impact sur la population locale.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. En fait, le Louvre Abu Dhabi, c'est comme si la plus grosse dépense culturelle de la France sur les 10 dernières années, elle avait été confiée à des Chinois, non seulement de A à Z. C'est ça le Louvre Abu Dhabi aux Émirats. Parce qu'aux Émirats, il y a aussi un ministère de la Culture et il y avait déjà plein de personnes, il y avait des ressources humaines locales. C'est vraiment l'équivalent. Si vous voulez demander qu'est-ce que ça représente pour les Émiriens ou les Qatariens, ces musées, ces projets, c'est comme si avec toutes les ressources humaines en France qu'il y a dans le monde de la culture, on lançait un projet qui allait capter qui allait être la plus grosse dépense et qui allait monopoliser toute l'attention du reste du monde pour ce qui se fait de culturel en France et qu'on allait le déléguer totalement de A à Z à des Chinois, à des Russes ou des Sénégalais, ce que vous voulez. C'est ça que ça représente, c'est pas rien. Et du coup, ça a rendu totalement invisible toute la population de ces pays qui, depuis maintenant, depuis les années 70, ça fait quand même 40 à 50 ans, cette population qui a été formée à la gestion des affaires culturelles. Si on veut s'interroger sur culture et démocratie, il faut s'interroger sur culture et participation politique. Dans quelle mesure la culture permet aux populations d'un territoire de participer à la vie publique? Et participer à la vie publique, c'est comment on dépense l'argent public. C'est pas seulement ce qu'on peut dire ou pas dire. Est-ce qu'on est libre ou pas de telle ou telle idée? Et dans le Golfe, ils jouent beaucoup avec ça, parce que dans le même moment où ils empêchent de plus en plus leurs nationaux de participer à la dépense publique, ils ont démultiplié la participation féminine, les moments où ils montrent qu'ils sont ouverts sur les questions d'homosexualité, les moments où ils montrent qu'ils sont ouverts sur les autres religions, qu'elles soient chrétiennes, juives ou même des cultes polythéistes. Mais voyez, il y a l'autre dimension de la démocratie qui est la participation politique et qui ne se limite pas à ces grands débats publics qu'on a aujourd'hui. Et partout aujourd'hui, on veut s'interroger sur culture et démocratie. Il faut se demander aujourd'hui où est l'État, où sont les fonctionnaires. Et bien mesurer le rapport de force entre la participation de la population via le fonctionnariat et puis toutes ces structures privées, tous ces oligarques de la Grande Asie qui créent des fondations, qui distribuent de l'argent à des prestataires de services de tous les pays qu'ils veulent clientéliser. L'État, c'est très important pour créer de la participation politique. Et l'État, même en France, au niveau culturel, n'a pas le vent en poupe. Aujourd'hui, on délègue. Et cette délégation, c'est aussi une restriction de la participation politique en France. Et les exemples ne manquent pas, même à Paris. Exactement. Il suffit de voir le développement des fondations privées et la prochaine, la Bourse du commerce de François Pinault, ouvrant dans quelques mois. Une autre question. Alors, je pense qu'on va pouvoir arrêter là, mais alors, 2 petites choses, même 3. Pour ceux qui sont intéressés, on a pas mal parlé d'Afrique avec Sébastien. Vous avez un petit exemplaire de la lettre du musicien, qui est un fabuleux journal sur le secteur musical et que nous avons consacré, je suis directeur de la rédaction de ce journal-là, et qu'on a consacré à l'Afrique et à la musique. Vous verrez notamment un reportage en Afrique du Sud, un reportage photo en Centrafrique, plein de choses. Si jamais, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, vous avez des exemplaires là. C'est évidemment pour vous montrer qu'un média indépendant, on est là si vous en avez envie, mais n'oubliez pas que les médias indépendants, il faut évidemment les soutenir, parce que quand on va faire un reportage comme je l'ai fait en Biélorussie, c'est évidemment parce qu'il y a un journal, il y a des médias qui payent les journalistes pour pouvoir faire ça, sinon on pourrait tout simplement pas le faire, et notamment la presse indépendante, c'est toujours important de le rappeler. L'autre chose, c'est que après, je vous retrouverai, si vous en avez envie, à la librairie juste à côté, pour ceux qui voudraient prendre là aussi ce magnifique livre devant, vous l'avez vu, qui trônait là, cet atlas de la culture avec les éditions Autrement. Je dédicace des petits exemplaires avec des petits mots sympathiques dans le livre juste à côté. Ça, c'est à la librairie de Grande Contrôle. Mais auparavant, on a beaucoup de chance parce que, Ivan, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton violoncelle. Et on va pouvoir entendre quelque chose. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Merci. Je vais jouer une œuvre de Bach,
de compositeur de l'époque baroque. Tout le monde le connaît, bien sûr. Alors, ça sera un prélude de la 6e suite pour violoncelle seul. Le prélude de la 6e suite pour violoncelle seul qu'on va écouter. Je vous invite, si vous pouvez, à vous rapprocher le plus possible pour des raisons acoustiques, parce que ce sera le mieux d'entendre, voilà, évidemment, le violoncelle le plus proche. Puis évidemment, et comme Ivan, tu es là, et un grand merci de nous avoir rejoints. Et ben on va donner ce prélude de la 6e suite à tous ceux qui, en Biélorussie, tous tes compatriotes qui aujourd'hui se mobilisent pour essayer de changer les choses et faire naître l'espoir. Merci, Ivan.